Cédric Philibert, bonjour. Bonjour. Le 8 décembre dernier, s'est terminée à Doha, au Qatar, la 18e conférence de l'ONU sur le climat. Une conférence qui a débouché sur un accord très critiqué, que vous critiquez aussi, je crois. Est-ce que vous pouvez resituer cette conférence parmi les nombreuses qui se sont succédées depuis Rio en 92? Il y a une conférence tous les ans dans la négociation climatique. Donc il y a quelques conférences qui ont marqué les esprits ou qui se sont traduites par des décisions importantes. Kyoto en 97, la troisième. Montréal en 2005, où on a commencé à négocier au-delà du protocole de Kyoto, parce que le protocole de Kyoto, ça s'arrête en 2012. Copenhague, parce qu'on a mis beaucoup d'espoir dans la réunion de Copenhague et les chefs d'État sont venus, ils ont négocié en direct, donc c'était quand même assez spectaculaire. Voilà. Après, il y en a eu d'autres déjà, Cancun, Durban, chacune a peut-être réalisé quelques acquis, quelques petits pas. Doha est dans cette série qui réalise peut-être des petits pas, mais qui ne marquera pas l'histoire de cette négociation climatique. Et de toute façon, maintenant, tout le monde sait que c'est la réunion probablement à Paris de 2015, qui pourrait, en théorie, marquer un pas important. L'accord de Kyoto se termine, là l'enjeu c'est la suite. Il y a plusieurs enjeux. Le petit succès de Doha, c'est d'avoir permis aux pays industriels qui, dans Kyoto, avaient des réductions d'émissions à effectuer dans la période 2008-2012, de continuer Kyoto, ce qu'ils souhaitent. Et donc il y a une deuxième période pour Kyoto qui s'ouvre maintenant, 1er janvier 2013, jusqu'en 2020, jusqu'au moment où, et c'est le deuxième enjeu, devrait entrer en vigueur l'accord qu'on devrait obtenir en 2015, il entrerait en vigueur en 2020, et cette fois il porterait sur tous les pays sur une autre période plus longue. Donc ce qui a été obtenu à Doha, ça permet de faire la soudure. Simplement, le problème c'est que même l'équipe de Kyoto et la couverture des gaz à effet de serre mondial par Kyoto se réduit encore parce que à Doha, seul continue dans Kyoto, au fond l'Union européenne, quelques pays européens qui ne sont pas dans l'Union, la Suisse ou la Norvège, l'Australie, et puis voilà, on n'a plus le Canada, on n'a plus le Japon, on n'a plus la Russie, on n'a plus la Nouvelle-Zélande. Donc il y a une perte de substance quand même très importante, ce qui m'encourage à penser que la formule de Kyoto n'a à peu près aucune chance d'être étendue au reste du monde dans cet accord de 2015. Tous les gens qui ont espéré à Copenhague et espèrent encore une sorte de Kyoto 2, qui est la même forme d'engagement que Kyoto, seront déçus, inévitablement. Pourquoi les États continuent-ils à discuter finalement? Il y a beaucoup d'autres sujets dans la négociation et les États continuent à négocier parce que le problème de l'effet de serre se fait toujours plus pressant, toujours plus réel, on le touche du doigt, on a des dommages qui ne sont pas toujours attribués à 100% à l'effet de serre, mais malgré tout qui se répètent avec une fréquence inattendue, etc. Donc on a tout un tas de phénomènes météorologiques qu'on est de plus en plus souvent tenté d'attribuer à la climatologie, au changement de long terme de la climatologie, et le sentiment d'une urgence alors que les émissions augmentent. Donc les gens continuent à discuter, et heureusement, parce que si on arrêtait de discuter, ça voudrait dire qu'on prendrait vraiment son parti d'un changement climatique qui, à ce moment-là, laissé à lui-même, irait jusqu'à 6 à 10 degrés dans le siècle, ce qui serait un bouleversement, mais considérable. Hein. Il faut voir qu'entre une ère glaciaire et maintenant, il y a 6 degrés. Là, on aurait la même chose, mais dans l'autre sens. Bon, ça serait... Donc il faut continuer à essayer de chercher ensemble les moyens de limiter ce réchauffement. Et c'est pour ça que les gens continuent à discuter. Malgré tout, les États-Unis n'ont aucun intérêt à participer à ce débat. Tous les pays ont intérêt à participer à ce débat parce qu'ils sont tous acteurs et victimes du changement climatique. Et je pense, contrairement à ce qu'on croit peut-être parfois, que beaucoup de pays en sont parfaitement conscients. Je travaille maintenant beaucoup sur les énergies renouvelables. Je rencontre les gens qui, dans les pays émergents, mettent en place des politiques de soutien aux renouvelables, et je réalise que partout et toujours, la volonté que leur pays contribue à l'atténuation du changement climatique fait partie des raisons pour lesquelles ils mettent en place des politiques pour les renouvelables. Simplement, pour les renouvelables, il y a d'autres raisons. Il y a l'indépendance énergétique, il y a la sécurité énergétique, il y a l'emploi local, il y a la pollution locale. Donc il y a tout un tas de raisons qui fait que ça marche, ça continue, alors que
l'adoption de mesures qui viseraient directement les émissions de CO2 et qui seraient perçues comme restrictives ou anti-croissance ne passent pas dans ces mêmes pays. Mais néanmoins, je suis persuadé qu'ils sont conscients du problème climatique et qu'ils sont authentiquement, alors, sauf peut-être certains pays exportateurs de pétrole ou qui voient juste vraiment des intérêts très étroits, mais beaucoup de pays, y compris les États-Unis, en tout cas une bonne partie de l'opinion, de la classe politique, sont convaincus qu'il faut agir. Selon vous, pourquoi ces négociations ne sont-elles pas viables? Une très grande difficulté vient de ce que les pays moteurs, l'Union européenne, a un peu tendance à s'accrocher à un modèle qui n'est pas acceptable par les autres. Et ce modèle, c'est celui d'objectifs juridiquement contraignants qui fixent des quantités précises d'émissions de gaz à effet de serre à atteindre dans un délai de 10 ou 15 ans. Ce n'est pas acceptable pour les pays en développement, ça n'a jamais été accepté par les États-Unis, enfin ils l'ont signé à Kyoto, mais ensuite ils ne l'ont jamais ratifié. Et vous savez qu'aux États-Unis, vous avez l'exécutif, il y a deux branches, le président et puis le Parlement. Bon, le Parlement ne l'aurait jamais accepté, on ne lui a pas présenté. C'est pas acceptable, ça n'est plus acceptable visiblement pour la Russie, le Japon, le Canada. Donc je pense que c'est un modèle qui ne peut pas convenir. Et au risque de choquer, je vais dire, il y a des bonnes raisons à cela. Pourquoi? Parce que le phénomène du changement climatique est un phénomène cumulatif. Ce ne sont pas les émissions de l'année 2020 qui changent le climat. C'est l'accumulation dans l'atmosphère des émissions depuis 1880, pour aller vite, qui changent le climat. Et donc, avoir plus 5% d'émissions ou moins 5% d'émissions dans l'année 2020, ça n'a à peu près aucune importance. Et des gens avaient calculé que le protocole de Kyoto, ça réduirait le changement climatique de même pas 1/10 de degré. Bon. Donc, en se fixant des objectifs quantifiés à long terme, on se rassure, parce qu'on se dit, voilà, on va faire ça, ça va être juridiquement contraignant, donc on va être certain de l'atteindre, donc on est certain du résultat. Alors d'abord, on est certain de rien, parce qu'on ne connaît pas la sensibilité climatique de la planète. Et ensuite, cette certitude, on la paye cher. C'est-à-dire qu'il y a un risque, même s'il est faible, que les dernières centaines de tonnes de CO2 qu'il faut éviter d'émettre, ça coûte très cher. Peut-être que ça ne coûtera pas très cher, mais il y a la possibilité que ça coûte cher parce qu'on aura épuisé les moyens pas chers, les économies d'énergie, les renouvelables, et on sera dans des actions très chères, les voitures à hydrogène. Voilà, il y a un risque. Et ce risque dissuade les gouvernements d'adopter ce type d'objectifs. Ou alors, s'ils les acceptent, ils les acceptent à condition qu'ils soient sûrs de les atteindre dans tous les cas. Et donc, ils acceptent un moins 2% ou un plus 5%, ce qu'on a vu à Kyoto, quelque chose de vraiment facile. Donc, en fait, en échange de cette certitude fictive, mais d'atteindre un objectif donné dans 15 ans, on est obligé, en pratique, de renoncer à l'ambition. En fait, il faudrait faire le contraire. Il faudrait adopter des objectifs vraiment ambitieux, dire on va faire moins 20%, moins 30%, mais accepter que cet objectif ne soit pas forcément tout à fait atteint. C'est-à-dire trouver un moyen de mettre dedans une certaine flexibilité qui ne soit pas un échappatoire, qui ne dise pas on ne fait rien si on ne le fait pas, ce qui est la situation aujourd'hui. Vous avez des pays qui ont quitté Kyoto en disant non, on n'y arrive pas, donc on s'en va. Non, il faudrait trouver une façon de permettre à ces pays de rester dans le mécanisme, par exemple de payer une taxe en compensation. S'ils émettent plus que leur objectif, ils paieraient quelque chose, mais ils resteraient dans le système. Mais voilà, ils ne seraient pas obligés d'atteindre leur objectif. Et je pense que c'est la condition pour que les gouvernements acceptent de signer des objectifs, surtout dans les pays en développement. C'est pas ce que l'on pressent durant les prochaines conférences. Je ne sais pas, nous verrons bien. Je pense que si les gens veulent aboutir, ils vont devoir faire des efforts pour comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Sinon, ça n'avancera pas. Moi, j'ai été frappé du fait qu'à Copenhague, les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, ont fait des pas. Ils ont annoncé pour la première fois des objectifs pour eux-mêmes, tout en disant on ne les met pas dans une loi internationale. C'est un objectif qu'on détermine nous-mêmes. On est assez grand pour ça. On est responsable. On veut participer à la lutte contre le changement climatique. On fixe cet objectif. Souvent, ils ont dit
assez intelligemment, je trouve. Ils n'ont pas dit c'est moins 20%, ils ont dit c'est entre moins 15 et moins 25. Bon, je trouve ça plutôt astucieux. Mais ils ont fait des pas. Et je trouve que ces pas n'ont pas été salués à leur juste mesure par les autres. Alors que c'est des pas importants à mon avis. Et que ça indique, je pense, une direction sur laquelle on peut bâtir quelque chose et bâtir de la confiance, un climat de confiance, comme on dit. Donc voilà, il ne faut pas dire que forcément on ne va pas y arriver dans les négociations qui viennent, mais je pense que ça suppose, si vous voulez, ce qui m'ennuie, c'est que dans les médias, dans les ONG, en général en Europe, on dit il y a des bons, c'est l'Europe, c'est nous. Et puis il y a des méchants qui ne veulent pas, qui veulent continuer à polluer, qui ne veulent pas s'engager, parce qu'ils ont des intérêts, comme si les intérêts n'étaient pas légitimes, mais au fond tous les intérêts ont une certaine légitimité. Ils veulent continuer à vendre du pétrole, ils veulent vendre du gaz, ils veulent exploiter leur charbon, ils veulent développer leur économie, ils veulent sortir leur population de la pauvreté. Bon, évidemment, ce n'est pas la même chose selon que c'est un pays déjà bien riche ou pas riche, un pays en développement mais riche ou un pays en développement mais très pauvre, etc. Donc, il faudrait nuancer tout ça. Mais le sentiment qu'on a, c'est en Europe, on est les bons, puis il y a les méchants, et il faut qu'on amène, grâce à la volonté politique, on va amener les méchants, finalement, à s'embarquer, à signer comme nous. Tant qu'on continuera à penser comme ça, on n'y arrivera pas, ça c'est sûr. La prochaine conférence aura lieu à Varsovie. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Varsovie, comme celle d'après, ne seront que des étapes vers la conférence probablement de Paris en 2015. Pour moi, le succès, ce ne serait pas qu'on y annonce tout à coup un accord avec 2 ans d'avance, parce que ça risque encore moins d'arriver. La négociation, c'est comme un gaz, vous savez, ça prend tout le volume disponible, toujours. Le succès, ce serait qu'on trouve un moyen de formuler autrement une ambition pour le climat que dans les termes de Kyoto. Ça, vous y croyez? Il faut toujours espérer. C'est Philibert, merci.